Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Décryptage 360, votre émission d'analyse de l'actualité sans détour. Très heureuse de vous retrouver, merci de nous rejoindre. Ce soir, deux sujets majeurs font de l'actualité africaine. Au Burkina Faso, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes remet au centre du débat la question de l'autonomisation économique des femmes, portée notamment par la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, puis direction en Guinée, où la dissolution de plusieurs partis politiques par le président de la transition Mamadi Doumbouya suscite interrogations et réactions à quelques semaines des élections législatives. Analyse et décryptage dans un instant avec notre invité. Il s'agit ici donc de Tel Konaté, secrétaire général du cadre 2 heures pour Kamita. Bonsoir et bienvenue dans Décryptage 360. Bonsoir et bonsoir à l'ensemble des fidèles téléspectateurs de Kaziba TV. Merci d'être avec nous. Commençons par ce premier sujet. 8 mars en révolution, le président du Faso donc a engagé pour l'autonomisation financière des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la question de l'autonomisation économique des femmes revient au cœur du débat au Burkina Faso et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, estime que le 8 mars ne doit pas être seulement une journée de célébration, mais aussi un moment d'action concrète en faveur de l'indépendance financière des femmes. Sur le terrain, certaines initiatives se mettent déjà donc en place. C'est le cas notamment du périmètre maraîcher offert donc aux femmes du village de Zongo dans la commune de Lombila. Alors, Monsieur Konaté, le président du Faso affirme que le 8 mars doit être un levier donc pour l'autonomisation des femmes. Selon vous, comment cette vision peut-elle transformer concrètement la place des femmes dans l'économie burkinabé? Alors, je crois fondamentalement aussi que dans la mesure où nous sommes en révolution et que nous avons besoin de repenser et de réarticuler l'ensemble des fondements de notre société, il était tout à fait urgent que l'on revoie le format qu'avait pris le 8 mars depuis la fin de la révolution démocratique et populaire, qui est devenue finalement une fête de paillettes, voilà, une fête de semblant, de Djandjoba, comme on le dit souvent, qu'il avait finalement vidé de sa substance, faisant en sorte qu'on n'arrivait plus réellement à réfléchir à la condition de la femme dans notre pays, mais qu'on se contentait finalement de suivre, de faire de cette journée une journée de festoiement, où vraiment ça avait pris des formes les plus décalées possibles. En se rappelant évidemment que le 8 mars n'a pris la forme que nous avons connue, la forme popularisée, que sous la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara. C'est lui qui a décidé de faire de la journée du 8 mars une journée spéciale, dans laquelle les hommes étaient invités à s'imprégner du quotidien des femmes, à aller au marché, préparer, à avoir de l'attention particulière, à comprendre ce que les femmes vivent au quotidien avec le peu de moyens qu'on met à leur disposition. C'était des actions coup de poing, visant justement à confronter cette société féodale qui aussi avait intégré le fait un peu d'inférioriser la femme dans un certain nombre de choses. Féodalité africaine qui avait été fondamentalement influencée par la colonisation qui était arrivée tardivement. Donc, à la suite justement de 1987, la révolution était vidée de sa substance. Enfin, je veux dire, la journée du 8 mars, c'était vraiment devenu un folklore. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, sous la RPP, la Révolution progressiste populaire, il y a un retour en force du sens. Il faut donner du sens à cette journée. Il faut que ce soit une journée d'introspection, de réflexion sur la place et le rôle de la femme, sur les évolutions possibles de sa contribution, qui est déjà très énorme. Il y a plusieurs, il y a plusieurs visages féminins dans notre société. Il y a les femmes rurales, il y a les femmes urbaines, il y a les femmes qui sont dans les métiers libéraux, il y a d'autres aussi qui sont dans les professions gouvernementales. Et leurs contributions sont diverses. Mais il est certain que le pilier d'une famille africaine ou burkinabé en particulier, c'est d'abord la femme. Et il est urgent évidemment que l'État réfléchisse dans le cadre d'une révolution à comment on fait en sorte que cette femme soit autonomisée pour continuer à jouer son rôle de pilier. Donc il faut dire que le format actuel vous convient? Elle convient parfaitement, sans compter qu'en fait, à la suite de 2025 et à la visite du président qui s'est effectuée à Zongo et qui a été concluant, aboutissant à la visite justement des femmes
au palais présidentiel, on se rend compte que le modèle est en train d'être dupliqué progressivement sur l'ensemble du territoire. Il y a eu un périmètre maraîcher qui a été inauguré à Dori, il y a eu un autre à Komtwega, il y a eu un autre à Gawa et dans pas mal d'autres coins. Vous voyez comment, en fait, autour d'une journée comme ça, on peut créer tout un écosystème économique, tout un environnement, un modèle inspirant pour toutes les jeunes féminines. Alors, vous avez tantôt parlé du cas Zongo. On a vu les dames qui sont passées le 8 mars pour remercier le président du Faso. Quelle lecture vous faites de tout cela? Elles ont plutôt fait leur devoir de rédévabilité. Quelle analyse vous en faites? Alors, moi, je trouve que c'est un juste retour de bâton, déjà, pour ce qui est justement de l'action que le président avait accomplie en 2025, que les femmes viennent remettre des produits maraîchers qu'elles ont cultivés elles-mêmes. Mais au-delà de ça, c'est une rupture un peu avec les habitudes que l'on avait. Vous savez, ce sont des femmes du naturel, sans paillettes, sans superflu, qui sont venues comme elles vivent au quotidien, parce que c'est ça le pays réel. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire lorsqu'on s'en va rendre visite à ces femmes-là, on ne va pas leur demander de nettoyer leur environnement parce qu'on n'a pas envie de voir ça. C'est ça cette réalité. Et cette réalité, nous devons aujourd'hui la changer. Mais pour la changer, il faut la regarder telle qu'elle est, l'accepter pour pouvoir faire une bonne analyse et comprendre ce qu'il faut faire. Je pense que c'est déjà, c'est un marqueur du fait que nous avons réellement une dynamique révolutionnaire et un dirigeant qui se sent proche du pays réel, qui ne regarde pas cette réalité du pays réel avec mépris et suffisance, en considérant que il y a un autre Burkina dont il est le porte-voix, mais il est le porte-voix du pays réel, de ceux qui sont plus ou moins détachés du pays réel et de toutes les composantes, parce que c'est tout cela qui constitue le Burkina. Et en majorité d'ailleurs, c'est le pays réel qui constitue le Burkina aujourd'hui dans la crise actuelle. Et voir ces femmes-là au niveau du palais de Kossiam, c'est inspirant, ça fait plaisir, c'est l'image de toutes nos mères. Nous avons grandi dans des environnements où on était avec des mamans qui, malgré le peu de moyens, se débattaient de toutes les façons possibles pour pouvoir donner la chance, pour pouvoir choyer et pousser leurs enfants avec le peu. Alors, un an après la mise en œuvre de ce projet, les bénéficiaires parlent d'une augmentation de leur production. Quel impact réel ce type d'initiative peut-il avoir sur les revenus et sur l'indépendance financière des femmes? Alors, vous avez déjà remarqué qu'il a été viabilisé un périmètre d'environ 1 hectare et plus au service de ces femmes. Un an après, elles sont venues avec des produits qu'elles ont elles-mêmes produits là-bas. Avant que le président ne passe les voies, elles produisaient. C'est ça. Mais le problème, évidemment, c'est qu'elles avaient des difficultés à viabiliser la terre parce qu'il n'y avait pas de l'eau, toujours. L'accès même aux semences n'était pas toujours facile et elles devaient produire uniquement à une partie de la saison quand il y avait des pluies. Aujourd'hui, et même les produits qu'ils ont offerts à la présidence, c'est des produits qu'elles ont produits hors saison. Alors, nous sommes dans une logique où nous avons besoin d'autosuffisance alimentaire. Dans un pays comme le nôtre, nous devons être en mesure de produire H24, 12 mois par an. Mais c'est une logique justement qui rentre dans le cadre de notre besoin d'autonomisation économique de la femme d'une part, mais aussi d'autosuffisance alimentaire. Comment allons-nous pouvoir produire ce dont nous avons besoin pour nous nourrir si nous ne produisons que 3 mois par an? Avec des femmes qui ont besoin justement de ressources. Si elles ne produisent que 3 mois par an, ça veut dire que c'est pendant 3 mois uniquement qu'elles peuvent produire de quoi subvenir à leurs besoins. Cela n'est pas viable. Et donc, évidemment, je crois que c'est parfaitement dans la droite ligne, en tout cas, de l'efficacité étatique. Et finalement, de l'amélioration continue des conditions de vie de nos populations. Parce qu'on ne sent vraiment l'effet d'une révolution ou d'une dynamique ou de toute décision politique que lorsqu'elle a un impact immédiat sur les citoyens. Alors, pour finir avec ce sujet, selon vous, quelle action supplémentaire devrait donc être mise en place pour renforcer cette dynamique dans toutes les régions du Burkina Faso? En très bref, on n'est plus par le temps. Je crois qu'il faut simplement continuer dans cette logique-là, continuer à pousser la jeune féminine à avoir confiance en elle-même, évidemment. Continuer à mettre la femme au cœur de la volonté de transformation de notre pays. On dit quand vous éduquez une femme, vous éduquez une société. Quand vous éduquez un homme, à la limite, ça peut se terminer dans un maquis, mais quand c'est une femme, dans tous les cas, elle est c'est-à-dire le premier lien d'un homme qui atterrit dans la famille. C'est elle qui transmet les valeurs. Donc, si vous avez des bonnes valeurs, en tout cas une morale assez solide qui est transmise à la femme, il y a de bonnes chances qu'elle puisse
se répandre dans le reste de la société. Alors, quittons à présent donc le Burkina Faso pour nous rendre en Guinée où la situation politique suscite de nombreuses réactions. Le président Doumbouya dissout 40 partis politiques 2 mois après donc son investiture. Donc en Guinée, la scène politique connaît donc un nouveau tournant. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a décidé donc de dissoudre une quarantaine de partis politiques, parmi eux plusieurs grandes formations de l'opposition, notamment donc l'Union des Forces démocratiques de Guinée, le Rassemblement du peuple de Guinée et l'Union des forces républicaines. Une décision donc qui intervient à quelques semaines des élections législatives prévues en mai 2026. Alors, Monsieur Konaté, la dissolution d'une quarantaine donc de partis politiques peut-elle fragiliser davantage la démocratie en Guinée? Alors, je n'ai pas très l'impression que la Guinée soit une démocratie, si tant est que la démocratie a un sens, si le mot démocratie a vraiment un sens. Tout compte fait, je crois que je l'avais relevé une fois quelque part, je ne sais pas. Le modèle politique qui a été implémenté en Guinée à la suite des événements de 2021, conduit par le colonel de l'époque, Doumbouya, a suivi une trajectoire qui était tout à fait analogue à la dynamique des années 90. C'est-à-dire, vous avez posé une action militaire parce qu'il y avait un blocage politique, mais il vous faut légitimer, démocratiser votre action militaire par des élections. Cela s'est passé en Guinée, cela s'est passé au Gabon. Évidemment, ça leur a permis de réintégrer les girons, voilà, des gens fréquentables. Mais aujourd'hui, ils reviennent à la réalité qui est que même s'ils ont organisé des élections et tout, le problème demeure. Les partis politiques de ces 30 dernières années ont beaucoup contribué à fragiliser le tissu social de nos sociétés, à fragiliser même le processus de création de l'État-nation. De sorte que si on analyse froidement et qu'on essaie de se poser les bonnes questions, on est en droit de se demander s'il n'y avait pas une meilleure proposition, s'il n'y avait pas une meilleure façon de faire. Alors, ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut supprimer, voilà, c'est ça, il faut suspendre, dissoudre même, voilà, 40 partis. C'est l'essentiel des partis. En fait, les forces politiques les plus importantes de Guinée ont été en fait dissoutes dans le cadre de cette logique-là. Il ne s'agit pas, en tout cas, ils ne l'ont pas dit clairement, d'une suspension du multipartisme. Mais les mots quand même qu'ils ont invoqués pour cette suppression, c'est notamment le financement des partis et les discours empreintes d'ethnocentrisme qui fragilisent constamment l'unité nationale. Les mêmes raisons que nous avons évoquées à quelques détails près ici aussi dans le Sahel. Peut-être la différence que le Sahel est confronté à une crise terroriste qui s'appuie sur des fragilités ethniques que d'autres entités pour des besoins autres appuient. Mais en Guinée, ils le savent très bien, si jamais le terrorisme atterrit en Guinée, il y a le carburant même pour le faire répandre, le faire gagner du terrain très rapidement. Tous les ingrédients sont réunis en Guinée pour qu'une crise comme le terrorisme atteigne des proportions inarrêtables. Donc je crois que ça peut être une logique intelligente, mais qui ne va pas jusqu'au bout et qui finalement risque de ne pas résoudre le problème, tout en donnant l'impression que c'est un jeu politique juste pour se débarrasser des adversaires. Ouais, là même je voulais vous poser cette question. N'est-ce pas donc un affaiblissement organisé pour affaiblir donc l'opposition pour vous? Tout est possible. Nous sommes en Guinée, dans une dynamique que nous avons vue, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de plaire au système international, ce qui est contradictoire avec la volonté de réguler et de structurer sérieusement un pays comme la Guinée. Vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Il faut vous concentrer sur l'un, structurer son pays, suivre son chemin, assumer sa singularité, quitte à ce que cela rencontre un jour les desiderata du système international. Mais si vous commencez par faire plaisir au système international, avant d'essayer de résoudre les problèmes structurants du pays, vous allez vous retrouver à un moment donné à porte-à-faux, en fait, avec l'un ou l'autre, et finalement, ça va être une cacophonie qui ne marche pas. Est-ce qu'il s'agit d'une volonté de fragiliser voilà, les autres acteurs politiques? C'est fort possible, dans la mesure où les dirigeants sont désormais dans une logique proprement politicienne. Voilà. C'est une logique proprement politicienne, mais qui, quand même, a identifié des problèmes réels. Maintenant, est-ce que ces problèmes qui n'ont pas abouti à la suppression du multipartisme peuvent être invoqués aujourd'hui pour supprimer des partis, alors qu'on est encore en multiparti? C'est toute la question. Et à 2 mois des élections législatives, cette décision peut-elle remettre en cause la crédibilité du processus électoral? Alors je crois que ça remet en cause, évidemment. Vous êtes toujours en Guinée dans une logique multipartite. Donc vous organisez des élections, vous réclamez d'une démocratie de type libéral.
Dans la démocratie de type libéral, en vérité, vous n'avez même pas le droit de réguler l'espace politique de cette façon qu'ils ont fait. Soit vous n'êtes plus dans la démocratie libérale, auquel cas vous proclamez une démocratie illibérale ou une démocratie populaire, ou alors vous êtes là-dedans et vous acceptez l'État, avec les bons côtés aussi que cela peut donner. Mais dans le cas d'espèce, étant donné qu'ils sont toujours dans le multipartisme, je dirais qu'ils l'ont bridé. C'est un multipartisme bridé, en fait, qui va aboutir à une partie unique quasiment, parce que si vous supprimez les 3 plus importantes forces qui représentaient quasiment 98% des forces politiques de la Guinée, avec quelques autres partis résiduels, en fait, vous avez créé un modèle de démocratie libérale avec un parti unique. Alors pour finir donc avec ce sujet, depuis l'étranger, on voit l'opposant donc Cellou Dalein Diallo donc qui appelle donc à une union sacrée de l'opposition. Cette stratégie peut-elle réellement peser donc face au pouvoir? C'est compliqué de peser sur le jeu en étant à l'étranger. Moi, je crois qu'il faut donner la possibilité au régime Doumbouya quand même d'expérimenter son modèle, même si personnellement, quand j'essaie de lire, je ne vois pas quelle est la perspective. Parce que je ne vois personnellement pas quelle est la perspective. Cellou Dalein Diallo, c'est aussi un dinosaure de quand même l'espace politique en Guinée qui est là depuis longtemps. Le gouvernement invoque l'idée que ces partis sont financés et ils ont des fonds de campagne qui dépassent à plus de 20% leur propre patrimoine déclaré et ils n'ont jamais fait cas à l'État d'où viennent ces fonds. Parce qu'une des raisons même qui fait que nous félicitons la suppression du multipartisme au Burkina, c'est que l'influence extérieure par le financement sur les partis politiques fait que le destin même des pays est confisqué par ceux qui financent les partis politiques. On finance vos campagnes et par là on vous contraint à appliquer des agendas qui n'ont rien à voir avec la volonté des peuples à l'issue des élections. Merci beaucoup, Monsieur Tel Konaté, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre 2 heures pour Kamita. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Ainsi s'achève ce numéro de Décryptage 360 entre les enjeux de l'autonomisation économique des femmes au Burkina Faso et les tensions politiques en Guinée. L'actualité africaine continue donc de soulever des débats essentiels pour l'avenir du continent. Merci à notre invité pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Décryptage 360 sur Kaziba TV. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.